Bonjour à tous, nous poursuivons le cours sur les espaces vectoriels avec le paragraphe concernant les projections et les symétries qui correspond au point 6.9 du polycopier. Alors, le cours sur les espaces vectoriels utilise, je vous le rappelle, un espace vectoriel grand E qui est un K espace vectoriel, K étant R ou C. Projections et symétries donc, et commençons par les projections. Alors on dit souvent les projecteurs. Quand vous verrez le terme un projecteur, ça voudra dire une projection. Alors, pour faire une projection, il nous faut déjà deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans grand E. Ici, je les ai appelés grand F et grand G. Cela signifie, je vous le rappelle, que pour tout x appartenant à E, il existe deux façons uniques, l'unicité très importante, un couple de vecteurs x1, x2 appartenant à f croix g, c'est-à-dire x1 appartient à f et x2 appartient à g, tel que x c'est x1 plus x2. Tout vecteur de E s'écrit de façon unique comme la somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g. Alors, le petit schéma qui est en dessous illustre la situation dans le plan vectoriel usuel. Ici, le vecteur x s'écrit de façon unique comme un vecteur de f, la droite vectorielle ici, plus un vecteur de g, qui est aussi ici une droite vectorielle, sachant qu'on a représenté ici le vecteur nul. Alors, vous voyez le vocabulaire qui va avec ce schéma et les notations au-dessus. On dit que x1 ici est le, pourquoi le? Parce qu'il n'y en a qu'un à cause de l'unicité, le projeté du vecteur x sur f parallèlement à g. Une remarque bien sûr, on dira que x2 est le projeté de x sur g parallèlement à f. Alors, définition, ça c'est, le projeté est un vecteur, une projection est une application. Définition, la projection sur f parallèlement à g est l'application qui va de E dans E et qui est un vecteur qui s'écrit donc forcément x1 plus x2, le premier dans f, le deuxième dans g, associe x1. Alors, pour plus de généralité ici, vous pouvez l'appeler x. Donc il y a tout vecteur x s'écrivant de façon unique x1 plus x2, le x1 dans f et le x2 dans g, associe x1. Voilà donc la notion de projection. Alors, on va voir tout de suite des propriétés de cette application. Alors, on a vu une application P qui va de E dans E et qui a tout vecteur x qui s'écrit x1 plus x2 associe x1. On peut de même définir la fonction, l'application Q qui va de E dans E et qui a tout vecteur x qui s'écrit de façon unique x1 plus x2, le premier dans f, le deuxième dans g, associe x2. Alors lui, évidemment, plutôt cette application s'appelle la projection sur g parallèlement à f. Si vous regardez le petit schéma précédent, là où f et g jouent des rôles symétriques dans ces deux définitions. On dit que P et Q sont des projections associées au couple de sous-espaces vectoriels grand F et grand G qui sont supplémentaires. Alors, déjà une façon de caractériser P de façon à ne pas utiliser peut-être trop d'x1 et d'x2. Là voilà, P est l'unique application F qui va de E dans E, vérifiant à la fois pour tout x de E son image est dans F et x moins son image est dans G. Alors preuve, si F égale P, prenons un x de x2 et coupons-le en deux, x égale x1 dans F plus x2 dans G. Alors on a vu que P de x c'est x1, mais bien sûr c'est dans F. Donc on a la première propriété. D'autre part, x moins P de x c'est x moins x1. Et x moins x1 c'est x2, et x2 est dans G. On a donc la deuxième propriété. Réciproquement, si f vérifie les propriétés données, ici, là, pour x appartenant à E, qu'est-ce que l'on a? On a x égale f de x plus, mettons une parenthèse, x moins
f de x. Ce vecteur-là, il est dans f, nous dit-on, et ce vecteur-là, il est dans G. Donc, qu'est-ce que c'est que f de x? Eh bien, c'est le vecteur x1 où x égale x1 plus x2, décomposition unique dans f et dans G, c'est-à-dire que f est l'application qui à tout x associe x1 avec une notation précédente, c'est-à-dire que f égale p. Voilà, p vérifie ses propriétés, et si une application vérifie ses propriétés, c'est petit p. Bon, ces applications, je vous ai dit dès le début, à la fois P que l'on vient d'utiliser et Q qui est la projection associée, ce sont des applications linéaires. Voyons ça tout de suite. Alors, montrons que la projection, j'appelle petit p, sur grand F parallèlement à G, je vous rappelle que les F sont supplémentaires, est linéaire. Alors, on va utiliser les notations précédentes. Prenons x et y appartenant à grand E et lambda et mu appartenant à k. Hop, on peut mettre ça dans E carré et ça dans k carré. On a, et de façon unique, x s'écrit sous la forme x1 plus x2, le premier dans f, le deuxième dans g, et y s'écrit de façon unique, disons y1 plus y2, le premier vecteur dans f, le deuxième vecteur dans g. Avec ces notations, qu'est-ce que c'est que p de x? C'est x1 et p de y, eh bien c'est y1. Oui, mais alors il suffit d'écrire ce qu'est lambda x plus mu fois y. Alors lambda fois ce vecteur plus mu fois ce vecteur, vous voyez qu'on peut réunir lambda x1 plus mu fois y1 plus parenthèse lambda x2 plus mu fois y2. Oui, mais regardez ici, ce vecteur-là qui est là, c'est une combinaison linéaire d'éléments de f. Autrement dit, il appartient à f. Et ce vecteur qui est là, il appartient à g. Pourquoi? Parce que f et g sont des sous-espaces vectoriels. Ils sont donc stables par combinaison linéaire. Oui, mais alors ça veut dire que c'est l'unique projeté de ce vecteur sur f parallèlement à g. Donc, l'image par p de lambda x plus mu fois y, c'est lambda x1 plus mu fois y1. Ça veut dire que c'est lambda p de x, puisque x1 c'est p de x, plus mu fois p de y, puisque y c'est p de y c'est y1. Alors, voilà qui achève la démonstration. Elle est linéaire, cette application, comme elle va de E dans E. Elle appartient à un grand L de E. On dit aussi que c'est un endomorphisme de E. Évidemment, de même, la projection associée, que j'ai appelée Q, associée à P, est linéaire et est aussi un endomorphisme de grand E, une application linéaire de grand E dans grand E. Alors, dans le prochain tableau, on va voir le lien qui existe entre P et Q.
justement de même. À tout de suite. Notons donc P la projection sur grand F parallèlement à grand G, Q la projection sur grand G parallèlement à grand F. On a, pour tout x appartenant à E, x égale P de x plus Q de x. Je vous rappelle, j'ai repris le schéma là de tout à l'heure, tout vecteur x se décompose de façon unique comme un vecteur de grand F qui s'appelait x1 et qu'on peut appeler P de x désormais, avec notre notation, plus un vecteur de grand G qui s'appelait x2 et que désormais on peut appeler Q de x. Mais ça, regardez, c'est P plus Q de tout de x. On a donc pour tout x appartenant à E, P plus Q de x égale x. Je vous écris ça ici, là, quel que soit x appartenant à E, P plus Q de x égale x. C'est-à-dire que l'application P plus Q, c'est l'application identité de E. Et ce que ici je termine de souligner, c'est le lien qui existe entre les projections associées. Alors, intéressons-nous plus particulièrement à P, ce sera pareil pour G, pour trouver son noyau, son image et l'ensemble de ses invariants. Si vous regardez le schéma, je pense qu'il est assez facile de comprendre que les éléments qui vont être envoyés sur 0 sont les éléments de G. D'autre part, tout le monde est envoyé sur dans grand F, et les éléments de grand F sont dans l'image, on le verra. Autrement dit, l'image de P, ça va être grand F. Et d'autre part, grand F, ça va être l'ensemble des vecteurs invariants, c'est-à-dire l'ensemble des x appartenant à E, tel que P de x égale x. Regardez là, si x avait été dans F, on aurait eu P de x égale x. On verra que la réciproque est vraie. Alors, prouvons cela. Et d'abord pour le noyau. Alors, pour x appartenant à E, procédons par équivalence. Quand est-ce que x appartient au noyau de P? Ça a lieu si et seulement si x, P de x est 0. Mais ça a lieu si et seulement si au moment où je veux décomposer x en un élément de f et un élément de g, ici je vais mettre P de x, c'est-à-dire 0. Et de là je suis bien obligé d'écrire x, c'est-à-dire si et seulement si x appartient à G. Alors, pour le 2, on a déjà, je dis, une inclusion évidente. On a quel que soit x appartenant à E, P de x appartient à F. Donc, l'image de P est incluse dans F. Réciproquement, de plus, si on prend pour x appartenant à f, au moment où je fais ma décomposition ici, x égale quelque chose qui est dans f plus quelque chose qui est dans g, je peux mettre ici x. Et donc là, je dois mettre 0. Je vous rappelle que si on peut faire une décomposition, on ne peut en faire qu'une, à cause de l'unicité. Ici, j'ai cette partie-là, la partie de x qui est dans f, c'est x lui-même. Autrement dit, P de x, c'est x. Et ça signifie que x, pareil que d'écrire x égale P de x. Et donc, x appartient à l'image de P. Alors, ça prouve la deuxième égalité, l'image de P égale F. On va voir la troisième, mais vous voyez qu'elle est presque déjà faite. À tout de suite. Bon, je termine la preuve par 3, l'équivalence, l'égalité F
et l'ensemble des invariants de P. Alors on a vu que pour tout x appartenant à f, P de x égale x. Réciproquement, si P de x égale x, c'est-à-dire que x égale P de x, mais dans ces cas-là, x appartient à f. Je rappelle que P de x appartient à f fait partie de la définition de petit p. On a donc bien l'égalité x et l'ensemble des éléments de E, tels que P de x égale x. Si x est dans f, il a cette propriété. S'il a cette propriété, alors il est dans f. Une remarque, ça peut s'écrire avec l'aide d'un noyau. C'est le noyau de P moins identité de E. En effet, regardez, pour x appartenant à E, écrire P de x égale x, c'est pareil que d'écrire P de x moins x égale 0, c'est pareil que d'écrire P moins identité de E de x égale 0, et donc ça a lieu si et seulement si x appartient au noyau de P moins identité de E. Remarquez que ça, c'est G, puisque P moins identité, c'est l'application Q. Et de même, ce qu'on a fait pour F, là on peut le faire pour Q. Quel est le noyau de Q? C'est grand F. Quelle est l'image de Q? C'est grand G. Et du coup, G, c'est l'ensemble des invariants par Q. C'est aussi, si on veut revenir à des noyaux, le noyau de Q moins identité de E, c'est-à-dire grand F, puisque Q moins identité, c'est P. Alors, deux propriétés importantes. D'abord, P rond P égale P. Quand on compose P avec lui-même, on retrouve P. Alors, ça sera évidemment la même chose pour Q, on va le faire que pour P. Et d'autre part, P et Q, quand on les compose, on trouve 0 de E. Faisons la preuve pour x appartenant à E. Calculons P rond P de x. Alors, P rond P, le tout de x, c'est P de x. Mais P de x, c'est où? P de x, on a vu que c'est dans grand F. Et on a vu que les éléments de grand F ont une image qui sont eux-mêmes. Donc P de x, c'est P de x. Alors, ceci assure que on a bien P rond P égale P, puisque pour tout x, P rond P de x, ça c'est égal P de x. Bon, de même, Q rond Q de x. Ça c'est une preuve 1. Je vais faire d'abord faire la preuve que 2 est vrai, et puis ensuite faire légèrement les preuves différemment pour que vous retrouviez un peu plus ce qui est dans le polycopié. Ici vous voyez que parfois je me suis un petit peu éloigné des preuves du polycopié, mais on va y revenir tout de suite. Alors, voyons que P rond Q égale Q rond P égale 0. Prenons x dans grand E et calculons P rond Q de x. Ça, c'est P de Q de x, mais Q de x, c'est dans grand G. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est 0. Vous savez que les éléments Q de x sont dans grand G et que G, c'est le noyau de P. Donc ça fait 0. De même, P rond Q de x, c'est Q de P de x, mais P de x est dans grand F, et F, c'est le noyau de Q. Donc ici, on a bien un P rond Q égale
identité égale, pardon, alors quelque chose qu'il faut comprendre comme l'application qui à tout vecteur associe le vecteur nul. De même, Q rond P, c'est l'application qui à tout vecteur associe le vecteur nul. Alors, une remarque, au lieu de P rond Q, on peut noter PQ, on l'a vu, en omettant le rond entre les deux. Une autre preuve du fait d'abord que P rond P égale P et d'autre part que P rond Q égale Q rond P égale 0, c'est celle qui est dans le poly. Regardez, pour x appartenant à E, on écrit P de x comme étant P de x plus 0. Ça veut dire que la composante de P de x suivant f, c'est P de x. Mais ça, c'est donc le projeté de P de x sur f. C'est-à-dire que P de P de x, c'est P de x. Je rappelle que P de quelque chose, c'est ce qu'on lit là quand on a une décomposition avec un vecteur de x et un vecteur de g. Ainsi, P rond P égale P. De même, vous aurez évidemment Q rond Q égale Q en faisant l'autre. Et pour avoir le deuxième point, regardez, on peut utiliser P plus Q égale identité. Et donc Q égale identité moins P. Donc par exemple, P rond Q, c'est P rond, ouvrez la parenthèse, identité moins P. Alors moi je n'utilise pas cette notation, je continue à mettre des ronds parce que je sais qu'elle peut en déconcerter certains. Je continue à mettre rond. Ça fait P rond identité, mais donc ça fait P moins P rond P. Mais on a vu, vous savez que c'est distributif, le rond là, par rapport à plus et donc à moins. Mais P rond P, on a vu que c'est P, donc ça fait P moins P, et P, ça fait bien 0 de L de E. Et donc vous avez de même Q rond P égale Q rond, ouvrez le crochet, identité de E moins Q, et quand vous développez, il vient Q moins Q rond Q, mais Q moins Q rond Q, c'est 0 de L de E. Alors, ce qui est important ici de bien noter, au-delà de ça là, c'est P rond P égale P. Pourquoi ? Parce que ça va caractériser les applications qui sont des projections. On peut écrire tout de suite un théorème très important. Théorème. Prenons une application quelconque, mais linéaire, application linéaire de E dans E. Je dis que petit f est un projecteur, est une projection, si et seulement si f rond f égale f. Et dans ce cas, si c'est une projection, f est la projection sur un espace vectoriel que on va appeler f. Bon, f bien sûr ça va être son image, et parallèlement à son noyau, un truc grand G qui s'appellera son noyau. Alors, on démontre tout de suite ce théorème important. Vous voyez qu'il y a une partie qui est simple, c'est que si f est une projection, f égale p par exemple, dans les notations précédentes, on a bien p rond p égale p, et puis p est la projection avec image de p égale grand F et noyau de p égale grand G. Donc il y a une des implications de ceci et seulement ci là qui est évidente. C'est l'autre qui est moins évidente et que l'on va montrer tout de suite.
Alors, faisons la preuve de notre théorème. Théorème qui dit, je vous rappelle, que dans l'ensemble des endomorphismes de E, les projections sont caractérisées par la relation f rond f égale f. Alors, si f est une projection que j'appelle petit p sur un ensemble que j'appelle grand F parallèlement à un ensemble que j'appelle grand G, deux sous-espaces vectoriels qui sont en somme directe pour former E. Alors, on a vu que P rond P égale P, c'est-à-dire que, puisque F égale P, F rond F égale petit f, de plus F égale P, et la projection, il n'y en a qu'une, sur grand F, qui est l'image de P égale l'image de petit f, parallèlement à grand G, qui est, on l'a vu, le noyau de P égale le noyau de f. Donc les propriétés sont annoncées. Hop, si f est une projection, la propriété f rond f est vérifiée, et d'autre part, on peut reconstituer grand F et grand G, l'un comme l'image, l'autre comme le noyau. Je vous rappelle aussi qu'on peut reconstituer grand F comme l'ensemble des invariants. Gardons pour l'instant comme cette caractérisation comme étant l'image. Alors, la réciproque maintenant, et c'est celle-là qui est intéressante en fait. On prend une application linéaire dans E, vérifiant f rond f égale f. Alors, il faut montrer que c'est une projection. Pour montrer que c'est une projection, il faut déjà trouver deux sous-espaces vectoriels supplémentaires, puis dire que c'est la projection sur l'un parallèlement à l'autre. Alors, on a été instruit par ce qui précède. On va bien sûr poser f égale image de petit f. Et grand G égale le noyau de petit f. Si on veut avoir une chance que notre propriété soit vraie, c'est bien cela qu'il faut poser. Mais attention, ici, on ne connaît f et g que via la donnée de petit f. Autrement dit, ça n'est pas une évidence, il faut le montrer. Et ensuite, montrer, mais ça sera plus simple une fois qu'on aura ça, que petit f est bien la projection sur grand F parallèlement à grand G. Alors, maintenant, d'abord, montrons que, alors pour ça, on va faire ça en deux temps. On va prendre d'abord l'intersection, soit x appartenant à f inter g. Et on va montrer ici que x est réduit à 0. Alors, x est dans f égale image de petit f, donc x, disons que c'est un f de u, où u est dans E. Mais maintenant x appartient à g égale le noyau de f, donc f de x égale 0. Oui, mais alors, eh bien, remontons les égalités là. 0 égale f de x. Mais f de x fait x et f de u, donc ça fait f de f de u. Ça fait f rond f de u. F rond f, ça c'est dans notre hypothèse, f rond f, c'est f. Donc ça fait f de u, et f de u, ça fait x. Autrement dit, regardez, 0 égale x. Alors, ceci assure que l'intersection f inter g. Alors, vous le savez, en toute rigueur, on a démontré que l'inclusion, mais l'inclusion réciproque ici est évidemment vraie, donc on a f inter g est réduit à 0. Alors, il faut maintenant que je montre que tout vecteur de E s'écrit comme un vecteur de f plus un vecteur de g, puisque comme j'ai montré ceci, l'unicité qui fait que la somme est directe est acquise. Je reviens.
Je poursuis la preuve en vous rappelant que f est une application linéaire qu'on a supposé vérifier. F rond f égale f. On a posé grand F son image, grand G son noyau. Pour l'instant, on a f inter g réduit à 0 et on veut E égale f plus g. On prend donc x appartenant à E. Qu'est-ce qu'on a? On a x égale f de x plus x moins f de x. Alors, c'est tout bête, mais ça va donner la solution. Pourquoi? Parce que ce f de x là, il est dans grand F. F, c'est l'image de f, donc f de quelque chose, c'est dans l'image de petit f, c'est dans grand F. Et il reste à voir que ça, c'est dans G. Et de plus, pour montrer que ça, c'est dans grand G, il faut montrer que l'image de cet objet par f est nulle. C'est la définition de grand G. Alors, calculons l'image par f de x moins f de x, ici il vient f de x moins, alors f de x que j'écris f en f de x, mais avec notre hypothèse, là j'ai f de x moins f de x, et ça fait 0. Donc, x moins f de x, celui-là, hop, il appartient à G. Alors, ceci assure que E... Alors, là aussi, en toute rigueur, on a montré qu'une inclusion qui est comme ça, là, F, E est inclus dans F plus G. On peut écrire tout vecteur de E comme un vecteur de F plus un vecteur de G. Mais vous savez que l'inclusion réciproque est une évidence, donc E égale f plus g avec f inter g est réduit à 0, on a bien E égale, et la somme directe, grand F plus grand G. Alors, reste à voir maintenant que pour x, de plus, pour x, que petit f est bien la projection sur grand F parallèlement à grand G. De plus, pour x appartenant à grand E, on vient de voir que c'est écrit encore ici la petite f de x appartient à grand F et x moins petit f de x appartient à grand G. Et bien ça, c'est l'une des propriétés qui assure que petit f est la projection sur grand F parallèlement à grand G. Relisez tout au début, ça nous assure que f est donc la projection sur grand F parallèlement à grand G. Voir le début du cours du paragraphe. Voir le début de 6.9. Alors, voilà pour ce théorème. Rappelez-vous ceci. Les projections sont caractérisées à l'intérieur de l'ensemble des endomorphismes par le fait que, composés par eux-mêmes, ils restent mêmes. F rond F égale F. Alors, venons au point numéro 2 sur les symétries. On travaille toujours dans un espace vectoriel qui s'appelle E, et on considère tous les jours, grand F et grand G, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E. On a, comme précédemment, tout vecteur de E s'écrit de façon unique comme un vecteur x1 qui est dans F plus un vecteur x2 qui est dans G. J'ai repris le petit schéma de tout à l'heure. Vecteur x est coupé en deux, le noir là, x1 plus x2. Alors, regardez, l'idée de la symétrie, c'est la suivante. La projection de x sur f parallèlement à g, c'est x1.
la projection de x sur g parallèlement à f, c'est x2. Regardez ce qu'on va appeler symétrique. Alors, par rapport à f et parallèlement à g, c'est x1 moins x2. Regardez le schéma là. Définition, la symétrie par rapport à f. On dit par rapport à f. Hein. On projette sur f, mais on fait une symétrie par rapport à f. Et parallèlement à grand G. Et l'application S qui va de E dans grand E. Et qui a un vecteur composé d'un élément de f plus un élément de g. Associe x1 moins x2. Alors, il faut bien écrire ici, au départ, un vecteur x comme étant la somme d'un de f et un de g. Alors, sous cette forme, on lui associe x1 moins x2. On obtient le vecteur rouge, là, sur le schéma. Ça, c'est important, hein. Le vecteur du début doit être coupé en deux. Alors, justement, c'est peut-être pas très pratique de l'écrire comme ça tout le temps. Donnons une proposition qui caractérise S, c'est l'unique application de E dans E, telle que quel que soit X appartenant à E, S de X plus X appartient à F, et d'autre part, quel que soit X appartenant à E, S de X moins X appartient à G. Alors on va prouver ça, mais essayons quand même de nous convaincre que c'est vrai sur le schéma. Regardez ici, si je reporte le vecteur x vers le bas, là, ici c'est s de x moins x, s de x moins x, et vous voyez que ça appartient à g, et si maintenant je reporte le vecteur x vers le haut, ici, là, ça c'est s de x plus x, et j'arrive exactement ici. Hop, s de x plus x, là, si je ferme en quelque sorte mon schéma en poursuivant ici les parallélogrammes. Alors, on montre cela tout de suite. Alors, faisons la preuve de notre propriété caractéristique. D'abord, on suppose que f est la symétrie par rapport à f parallèlement à g. Pour x appartenant à E, on pose x égale x1 plus x2, le premier dans f. Le deuxième dans g, alors avec la définition s de x, c'est x1 moins x2. S de x plus x, c'est x1 moins x2 plus parenthèse x1 plus x2. Mais vous voyez que ça fait 2x1. Et donc, ça appartient, donc S de x plus x, c'est 2x1, ça appartient à f. De même, S de x moins x, ça va être x1 moins x2, moins ouvrez la parenthèse, x1 plus x2, il vient moins 2x2, vous pouvez regarder sur le schéma que vous avez au-dessus, et c'est donc bien, dans G, on a bien, pour tout x appartenant à E, à la fois S de x plus x est dans S, et S de x moins x est dans G. Réciproquement, supposons que S est une application qui vérifie la propriété suivante. Là encore, on note encore x égale x1 appartenant à f plus x2 lui aussi appartenant à g. Je vous rappelle que cette décomposition est unique. Mais regardez, on a, et c'est ça qui va faire marcher la propriété, x égale, alors on va essayer d'écrire x avec s de x plus x et s de x moins x. L'idée c'est de faire l'un moins un demi de l'autre. Regardez, j'écris x plus s de x, et puis ici j'écris x moins s de x. Alors, si j'ajoute comme ça, ça fait 2x. Hop, qu'à cela ne tienne, je mets un petit 1,5 ici et un autre 1,5 ici. Alors, hop,
plus 1 demi de, ouvrez la parenthèse, x moins s de x. Ben oui, regardez, hein, ça c'est vrai. Si vous développez, il y a 1 demi de x plus 1 demi de x et les s de x partent. Oui, mais ça, puisque on supposait que s vérifie ça, j'ai s de x plus x qui est dans f, et 1 demi de s de x plus x appartient à f aussi. F est stable par la multiplication externe, donc par la multiplication par 1 demi. De même, j'ai supposé que s de x moins x, alors ça c'est l'opposé, c'est moins 1 demi de x moins s de x, donc ça appartient à g. Alors on en déduit par l'unicité que x1 c'est ça, hein. Autrement, ça c'est x1, et ça c'est x2, alors on va écrire pour que ce soit plus simple, 2x1 égale x plus s de x, et d'autre part, ça c'est 2x2, non ça pardon, c'est x2, donc 2x2 égale x moins s de x. On en déduit que s de x, alors vous ajoutez, vous faites ça moins ça moins ça, hein, faites ça moins ça divisé par 2, c'est x1 moins x2, et donc S est bien la symétrie voulue, c'est-à-dire par rapport à grand F parallèlement à grand G. Alors, vous voyez qu'en fait c'est x1 et c'est x2 qu'on ne cesse de manipuler là dans ce tableau. En fait c'est P de x pour x1 et Q de x pour x2, où P et Q sont les projections, l'une sur F parallèlement à G, l'autre sur G parallèlement à F. Donc évidemment, pour décrire S, on va utiliser P et Q. Alors, utilisons les projections. D'une part, la projection sur grand F parallèlement à grand G, et d'autre part, j'appelle P celle-là, et d'autre part, la projection que j'appelle Q sur grand G parallèlement à grand F. Alors, je vous ai refait le petit schéma ici en rappelant que le projeté sur grand F d'un vecteur x s'appelle P de x et sur grand G s'appelle Q de x. La position ici S de x donnée par P de x moins Q de x. Alors, vous voyez que ça donne une relation fonctionnelle. S égale P moins Q. Cette égalité a lieu dans entre applications, hein. Égalité dans E exposant E. Alors en effet, pour x appartenant à E, on peut couper x en deux. Un P2, enfin x1 qui sont projetés sur F parallèlement à G mais qui s'appelle P de x avec nos notations. Un x2 qui sont projetés sur G parallèlement à grand F mais qui s'appelle Q de x avec nos notations. Alors S de x, qu'est-ce que c'est avec ces notations? C'est x1 moins x2, je vous le rappelle dans la définition. X1 moins x2 c'est P de x moins Q de x, et ça c'est P moins Q de x. Comme c'est vrai pour tout x appartenant à grand E, on a une égalité entre les fonctions, les applications S et P moins Q. Oui, mais regardez, P est linéaire, Q est linéaire. Et donc S est la différence de deux applications linéaires. Dans les conséquences, une première qui vient, c'est S appartient à linéaire de grand E. Une symétrie est une application linéaire. Alors, pour 2 et 3, donc 1, c'est parce que S égale P moins Q. Pour 2 et 3, ensuite, on utilise ensuite, alors ça, on l'a vu, P plus Q égale identité. P plus Q
égale identité de E. Alors, par exemple, si vous voulez privilégier P, vous écrivez S égale P moins, ouvrez la parenthèse Q qui est identité moins P. Identité de E moins P. Et ça fait identité de E moins... ça fait 2P, pardon, moins identité de E, comme annoncé. 2P moins identité de E. Ah, ce soit visible, faut que mon moins ressemble à un moins. Et vous pouvez aussi privilégier Q en remplaçant P par identité moins Q, donc identité de E moins Q, le tout encore moins Q, et donc ça fait identité de E moins 2Q. Une remarque pour ces écritures, c'est que du coup on peut déduire P de S. Ici vous pouvez déduire P, regardez, vous transposez identité, donc P égale 1 demi de identité, regardez, un P égale 1 demi de identité plus S. Et d'autre part, vous pouvez retrouver Q en fonction de S également. Ici, c'est Q, c'est 1 demi de identité moins S. Voilà pour le lien qui existe entre S, P et Q. On va voir que S a d'autres propriétés très importantes tout de suite. Alors, la principale propriété de petit s, je vous rappelle, petit s, une symétrie de E, symétrie par rapport à grand F et parallèlement à grand G. La principale, je dis S rond S égale identité de E. Quand on compose S par elle-même, on trouve l'identité. On verra tout à l'heure qu'il y a du vocabulaire afférent avec cette propriété. Je vous propose une petite preuve en utilisant des vecteurs et l'autre, celle du polycopier, utilisant plutôt des applications. Pour x appartenant à E, je vais écrire dans la colonne de gauche des éléments qui sont dans grand F et dans la colonne de droite les éléments qui sont dans grand G. On peut toujours faire ça de façon unique parce que grand F et grand G sont supplémentaires. Donc ici c'est P de x plus Q de x. Ici, vous savez que c'est P de x plus moins Q de x. Alors, on fait hop. Et donc là, S de x, on prend ce qui est là, ça on le garde, et on met l'opposé de ce qui est là. Mais du coup, c'est Q de x. Autrement dit, S rond S de x égale x. Alors, la preuve 2 du polycopier, qu'est-ce qu'elle utilise, cette preuve? Elle utilise S rond S égale P moins Q rond P moins Q. Alors, si on développe, il y a P rond P, ici moins P rond Q, moins Q rond P, plus Q en Q. Mais P rond P, on sait que c'est P. P rond Q, on sait que c'est l'application nulle. Q rond P, on sait que c'est l'application nulle. Et ça, on sait que c'est Q. Q rond Q. D'accord? Alors, voilà une deuxième façon de faire la preuve, parce que vous savez que P plus Q, c'est l'identité de E. Alors, une conséquence vraiment importante, c'est que S est inverse et bijective. S appartient à GL de E. S est bijective. En effet, alors ça il faut absolument s'en souvenir, F est bijective.
Elle est dans L2, donc elle est à la fois linéaire et bijective. On dit qu'elle appartient au groupe linéaire. On dit que c'est un automorphisme. Si je vous demande d'ailleurs quel est son noyau vomélite qui est réduit à 0, quelle est son image? C'est tout grand E. Alors, en effet, eh bien, S rond S est inversible. S, regardez, il existe un S, un objet, tel que composé soit à droite, soit à gauche de S, on trouve l'identité. Donc S est inversible dans l'anneau L de E pour la loi plus et la loi rond. Et de plus, on sait que son inverse est unique, donc son inverse pour rond, pour la composée, est S lui-même. Autrement dit, vous avez S moins 1 égale S. Donc S appartient à GL de E et S moins 1 égale S. Alors, des objets comme ça, là, dans cet anneau, on dit que S est idempotent. On dit que petit s est idempotent dans L de E. Grand L de E pour la structure d'anneau. Voilà, donc les symétries sont des bijections. Ce n'est pas le cas des projetés. Attention, sauf exception, une projection n'est pas une bijection. Je vous en dis plus tout de suite. Oui, la remarque que j'étais en train de faire, c'est que si on appelle toujours P la projection sur grand F parallèlement à grand G, ou E, et la somme directe grand F plus grand G, vous avez vu que le noyau de P c'est G, et l'image de F c'est... l'image de P, pardon, c'est grand F. Autrement dit, P est une bijection. P est bijective, ça veut dire P appartient à GL de E. Si et seulement si, à la fois, le noyau de P est réduit à 0, et ça c'est pour son injectivité, et l'image de P c'est grand E. Autrement dit, ça c'est si et seulement si G égale 0 et F égale E. Donc, vous voyez que la seule projection qui est bijective, c'est celle sur tout l'espace parallèlement au sous-espace vectoriel qui ne contient que le vecteur nul, alors que S est toujours, on rappelle, S appartient, elle, tout le temps à L de E, sans condition. Et pourquoi? Car S rond S égale identité de E. Alors, ça c'est l'objet d'un théorème, comme tout à l'heure, un théorème de caractérisation. Caractérisation cette fois des symétries. Tout à l'heure on a donné un théorème de caractérisation des projections, là on va donner un théorème de caractérisation des symétries. Donc on prend une application petit f appartenant à une application linéaire de E dans E. Je dis que petit f est une symétrie si et seulement si f rond f égale l'identité de E, si et seulement si f est idempotente. Et dans ce cas, petit f est la symétrie. Alors, il faut dire par rapport à quoi? Par rapport à... Alors, on va l'appeler grand F.
et parallèlement à grand G. Alors, l'idée là, c'est de l'écrire sous forme d'invariant et d'anti-invariant, c'est-à-dire les F sont les X appartenant à grand E, tels que F de X égale X. Et G l'ensemble des X appartenant à grand E, tels que F de X égale moins X. Vous voyez qu'en faisant cela, on caractérise les espaces vectoriels, c'est pas encore montré, mais ça sera fait tout à l'heure, par rapport auquel et parallèlement auquel F est là. Et la symétrie, eh bien, notez bien ce théorème, nous allons le démontrer tout de suite. Première partie de la preuve, donc, on prend F linéaire d'un E, un endomorphisme de E, on suppose que F est une symétrie. Alors, si c'est une symétrie, on peut dire que c'est par exemple celle par rapport à grand F et parallèlement à grand G, où F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de grand E. Dans ces cas-là, F c'est le petit S de tout à l'heure. Mais on a vu qu'alors, F rond F égale S rond S égale identité de E. De plus, pour X appartenant à E, donnons des équivalences à F de X égale X. Alors, avec les notations ci-dessus, c'était P de X moins Q de X égale, puisque F, c'est, ici je vous rappelle, F égale S égale P moins Q, et identité égale P plus Q. Donc ça fait P de X moins Q de X égale X. Ça fait P de X plus Q de X. Ce qui équivaut, vous voyez, à Q de X égale 0. Ce que je peux simplifier par P de X, il y a moins Q de X, moins 2 Q de X égale 0. Q de X égale 0. Mais ça, on sait que ça a lieu si et seulement si X est dans le noyau de Q. Noyau de Q qui est F. Autrement dit, on a bien F égale l'ensemble des X appartenant à E, tel que F de X égale X. Hop. Deuxièmement, petit i de i, F de X, alors égale moins X. Ça équivaut à P de X moins Q de X égale P de X, alors avec un signe moins qui vient devant, alors égale moins P de X, moins X, c'est-à-dire moins P de X moins Q de X, ce qui équivaut à, alors cette fois c'est le moins Q de X qui s'élimine, mais P de X égale 0. Si et seulement si, je vous rappelle, un élément est dans le noyau de P, si et seulement si, il est dans G, donc on a bien G égale l'ensemble des X appartenant à E, tel que F de X égale moins X. À retenir d'ailleurs, ça permet de retrouver G et F à partir de la donnée de petit f. Bon, eh bien, on va faire la réciproque. La réciproque, donc, toujours pour f appartient à grand L de E, on suppose que f rond f égale identité de E, cette fois-ci. Alors, on pose, parce qu'on sait ce que l'on doit obtenir, grand F, c'est l'ensemble des X appartenant à E, tel que f de X égale X, et grand G, l'ensemble des X appartenant à E, tel que f de X est moins X. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut faire ici? Il faut d'abord montrer que f et g sont des sous-espaces vectoriels. Alors ça peut se faire directement. On va voir qu'on va le faire de façon un petit peu plus élégante en utilisant un noyau.
Ensuite, il faudra montrer que f et g sont supplémentaires. Puis enfin, que f est la symétrie par rapport à grand F parallèlement à grand G. Alors, regardez, d'abord l'idée du noyau pour montrer que ce sont des sous-espaces vectoriels. Ça, c'est le noyau de F moins identité de E. Et G, ça mérite d'être noté. Et G, c'est le noyau de F plus identité de E. Avec ces notations, hein, bien sûr, si on pose ça ici. En effet, pour x appartenant à grand E, vous voyez que f de x égale x équivaut à f de x moins x égale 0, équivaut à f moins identité de E appliqué à x égale 0, et donc équivaut à x appartient au noyau de f moins identité de E. Attention, ici, c'est bien un moins. Bon, on va faire pareil pour G. Oui, hein, f, la caractérisation de l'appartenance à G, c'est f de x égale moins x, ça a lieu si et seulement si f de x plus x égale 0. Là, je passe peut-être quelques lignes. Hein. Si et seulement si f plus identité appliquée à x égale 0. Si et seulement si x appartient au noyau de f plus identité de E. Attention, c'est bien un plus. Il faut quand même que j'écrive bien jusqu'au bout. F plus identité de E. Alors, du coup, vous voyez que F et G sont des SEV, sous-espaces vectoriels de grand E. Montrons, c'est-à-dire, c'est ce qu'on va faire, que grand E égale la somme directe de F et G. Et pour cela, on procède en deux temps. D'abord l'intersection, soit x appartenant à F inter G. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien, x appartient à F, donc F de x égale x. Et, hein, ça c'est parce que x appartient à f. Et puisqu'il est dans un grand G, nous avons f de x égale moins x. Ça c'est x qui appartient à G. Donc, x égale moins x. Et x égale 0. Ceci assure que f inter G alors est inclus dans le singleton 0, mais comme celui-ci est forcément inclus dans f inter G est réduit au singleton 0. Alors, il reste à montrer que E égale f plus g, c'est-à-dire que tout vecteur de E s'écrit comme un vecteur de f plus un vecteur de g, et enfin à conclure. Alors, terminons notre preuve. Je rappelle que f est une application linéaire qu'on a supposé vérifier. F en f égale identité de E. On doit montrer que E est la somme de deux sous-espaces vectoriels. F, celui des x, tel que f de x égale x, et G, celui des x, tel que f de x égale moins x. Alors l'idée, regardez, elle est assez proche d'une de celles que l'on a utilisées pour les projecteurs. On écrit x de la façon suivante, 1 demi de x plus f de x plus 1 demi de x moins f de x. Alors, cette égalité évidemment est vraie puisque les termes en f de x et f de x s'éliminent et que 1 demi de x plus 1 demi de x
Ça fait x. Ce truc-là, je l'appelle x1. Et ce truc-là, je l'appelle x2. L'idée est de montrer que x1 est dans grand F et x2 est dans grand G. Pour cela, il faut calculer leur image. Allons-y. F de x1, alors la linéarité de f assure que c'est 1 demi de, ouvrez la parenthèse, f de x plus, alors f de x que je note, f en f de x, oui mais f en f c'est l'identité, donc f en f de x c'est x, ça c'est 1 demi de f de x plus x, mais ça, regardez, c'est x1. F de x1 égale x1. Donc, x1 appartient à grand F. De même, f de x2 égale, alors cette fois, 1 demi de f de x moins f en f de x. C'est-à-dire ici 1 demi de f de x moins x. Toujours pareil, hein, f en f c'est l'identité. Alors regardez, si x2 c'est 1 demi de x moins f de x, ça c'est moins x2. Donc x2 appartient à grand G. Alors ceci assure que tout élément de E peut s'écrire comme un élément de f plus un élément de G. Finalement, alors on avait déjà que l'intersection est réduite au vecteur nul, donc c'est f somme directe avec G. De plus, pour x égale x1 plus x2, le premier dans grand F et le deuxième dans grand G, hein, on vient de le voir, cette décomposition du coup est unique, et on a, ça c'est l'unique décomposition sur nos deux sous-espaces, on a f de x égale f de x1 plus f de x2, et d'après ce que l'on vient de montrer, c'est x1 moins x2. Autrement dit, f est bien là, petit f est là, petit f est là. Symétrie par rapport à grand F et parallèlement à, c'est pas joli, mais j'ai écrit comme ça, parallèlement à grand G. Alors voilà qui termine notre preuve. Ce qu'il faut retenir de ce théorème, c'est que dans l'ensemble des endomorphismes de E, les symétries sont caractérisées par la relation f rond f égale identité de E. Alors le cours sur les projections et les symétries est achevé. Je vais quand même vous donner un complément pour que vous voyez ça sous une autre façon. Je continue à prendre la notation grand E et la somme directe de grand F ou grand G, F et G étant des sous-espaces vectoriels, et j'utilise une fonction, un monomorphisme petit f de E. Je dis que F est caractérisé par la donnée de F1 et F2. Alors la première est l'application de F dans E, et la deuxième n'est pas la création linéaire de G dans E, telle que F1 est la restriction de petit f à grand F, et F2 est la restriction de petit f à grand G. Je m'explique. Si on connaît f, on en déduit sa restriction à grand f et sa restriction à grand G, donc on connaît f1 et f2. D'autre part, si on connaît f1 et f2 pour x appartenant à E, comme on a fait tout au long du cours, on écrit x égale x1 plus x2, le premier là dans grand f et le deuxième dans grand G. Mais dans ces cas-là, f de x, par linéarité, c'est f de x1 plus f de x2, mais comme x1 est dans f, ça c'est, je répète, en connaissant f1, ça c'est f1 de x1
et ça c'est F1, F2 pardon, puisque F2 est dans G. Quand on applique F, c'est comme appliquer sa restriction. Alors sa restriction ici, elle s'appelle F2. Ce que je veux dire par là, c'est que P appartient à L de E. P, c'est la projection sur F parallèlement à G. Est caractérisée et E si on veut, par son action sur F d'une part et G d'autre part. C'est-à-dire, quel que soit X appartenant à F, P de X égale X. Et d'autre part, quel que soit X appartenant à G, P de X égale 0. Et de même, S appartenant à L de E. Alors S, c'est la symétrie par rapport à F parallèlement à G. Et caractérisé et E, elle là aussi par son action, c'est-à-dire quel que soit X appartenant à F, S de X égale X, et quel que soit X appartenant à G, S de X égale moins X. À retenir, c'est une autre caractérisation de symétrie et de projection. Alors, voilà pour ce cours. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, mais je vous le rappelle ici, ne lisez pas le paragraphe 7, s'intitulant sous-espace affine d'un espace vectoriel. Je le traiterai de façon beaucoup plus rapide dans une prochaine vidéo. Qui introduira aussi la notion de dimension via un lemme pour la dimension. Enfin, j'ai prévu d'en faire une pour ces deux choses, on verra. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Vous pouvez désormais faire tous les exercices de la feuille de TD, sauf justement le dernier qui parle de sous-espace affine. Bonsoir à tous.